Geneviève, allez, si je peux te tutoyer entre-temps. Bien sûr, bien sûr. Grand merci pour être ici présent en fait pour l'interview chez Stuttering Society. On pourrait peut-être commencer tout simplement Hmm? par une simple introduction en fait, parce que bon, moi j'ai déjà un peu pu voir avec les questions, mais les spectateurs, qui est-ce qu'ils doivent en fait euh, apprendre à connaître là ce soir ou aujourd'hui, hein? Qui est-ce qu'ils veulent connaître? Qui est en fait Geneviève Lamoureux? Hmm. Euh, ben, Geneviève, c'est une personne qui a un bégaiement, comme vous l'avez entendu et comme vous allez l'entendre encore. Euh, je ne sais pas si je vais continuer à parler de moi à la troisième personne, mais On ne juge pas ben, ici, hein? On ne juge pas du tout, mais oui, c'est ça. Je peux être tout ce que je suis dans cette entrevue. Je sens vraiment que c'est un espace bienveillant, puis je vous remercie beaucoup. Ça me fait super plaisir d'être ici. Merci. Pour revenir à ma petite présentation, mais c'est ça, j'ai un bégaiement, ça m'a pris du temps à l'accepter, mais j'ai cheminé dans cette expérience humaine, disons. Euh, je suis aussi étudiante au doctorat en sciences de l'orthophonie à l'Université de Montréal, qui est au Québec. J'habite au Québec, comme vous pouvez entendre aussi. Je co-anime et je coproduis un podcast sur le bégaiement qui s'appelle Je suis un podcast, qui est produit en collaboration avec une association pour les adultes qui bégayent, qui est au Québec et qui s'appelle Association bégaiement communication. Qu'est-ce que je suis d'autre? Euh, ben, je suis presque orthophoniste, c'est-à-dire que j'ai terminé la maîtrise professionnelle ici au Québec pour être orthophoniste, mais parce que j'ai commencé le doctorat juste après, tout a déboulé, puis avec mon emploi à l'association Bégaiement Communication, ben, je suis occupée vraiment. Fait que j'ai comme pas eu le temps encore de commencer ma pratique, mais je suis presque orthophoniste. Euh, ben, puis je suis plein d'autres choses à part être une personne qui bégaye et qui travaille en bégaiement. Mais en tout cas, merci pour avoir déjà fait cette très belle introduction. Euh, et en fait, tu avais déjà laissé savoir que tu as grandi avec un bégaiement. Et donc, c'est peut-être une question que probablement beaucoup de personnes se posent ou l'ont posée à toi. Mais comment est-ce que ça a en fait impacté ou influencé ta vie, peut-être au quotidien, mais aussi à travers le temps? Comment ça a eu son influence? Hmm. Euh, J'adore cette question-là. Merci, parce que ça me fait réfléchir à le chemin que j'ai parcouru, mais aussi j'aime me replonger dans cette partie-là de ma vie. Puis si je parle trop, hein, tu m'interromps, puis parce que des fois je parle vite, puis je pars longtemps, puis faut qu'on me guide. Bref. Comment ça a impacté ma vie? Ben, justement, en rapport avec ce que je disais plus tôt sur mon futur roman, je pense que ça a impacté la relation que j'ai eue avec mes parents puis mes frères et sœurs. Moi, j'étais la plus jeune dans ma famille. Puis mon diagnostic officiel de bégaiement, si on veut, je l'ai eu à 7 ans. Mais moi, j'ai pas de souvenir que j'ai pas bégayé dans ma vie. Quand je parle à ma mère, elle me dit non, mais il y a quelques années, avant 5 ans, tu bégayais pas. Puis bref, fait que c'est comme peu clair, mais fait que c'est autour de 5 7 ans. Puis le bégaiement dans ma famille était pas tabou, mais on n'en parlait pas non plus. Tu sais, c'est comme je sentais pas que je pouvais en parler. Ça m'est jamais venu
en tête de dire à mes parents ça me gêne ou je me sens pas bien. Je me sentais vraiment comme si c'était moi qui étais bizarre. Comme si c'était de ma faute, comme si c'était moi qui n'étais pas capable de parler comme tout le monde parlait, tu sais. Puis ça semblait si facile pour les autres. Puis très tôt, j'ai commencé à utiliser des synonymes pour le cacher. J'ai des souvenirs très jeunes là, que j'étais capable de le cacher puis que dans ma tête, ça allait OK, je veux dire tel mot, mais non, je vais changer. D'accord. euh, puis la relation avec mon père, surtout, je pense, qui était quelqu'un qui parlait pas beaucoup. C'était un homme vraiment sérieux, tu sais, qui était gentil, vraiment, tu sais, c'était un bon père et tout, mais c'était quelqu'un, ben pas, mais, et c'était quelqu'un, c'est ça, qui s'exprimait pas beaucoup, qui était pas expressif, qui allait pas être comme parler à ses enfants le soir, et comment est-ce que votre journée s'est passée, qu'est-ce que vous avez fait à l'école, puis moi, dans ma tête, j'interprétais ça comme c'est parce que je bégaye qu'il ne s'intéresse pas à moi. C'est parce que je bégaye qu'il ne me pose pas des questions. C'est parce qu'il n'aime pas ça quand je parle. Puis ça, c'est vraiment resté pendant longtemps. Là, puis malheureusement, c'est ça, j'ai comme jamais eu l'occasion d'en parler avec lui parce que, ben, comme j'ai dit plus tôt, il est décédé quand j'avais 16 ans. 16 ans. Euh, donc, tu sais, à cet âge-là, j'avais pas pensé que c'était possible d'en parler. Je me sentais pas à l'aise non plus. J'étais adolescente, tu sais, comme on peut être mal dans sa peau à cet âge-là. Mal dans sa peau et dans sa parole aussi. Ce sont les Bref, adultes. On est oui, vraiment. pardon, Non, non, interromps-moi. mais tout ça, moi j'aime bien justement aussi. Allez, je comprends, hein, certainement à cet âge-là, Hmm. on se met beaucoup dans la tête et on se dit beaucoup, oui, mais c'est à cause de moi, oui, mais je veux pas, ou je suis pas sûr. C'est normal C'est d'avoir. ça, quand on est enfant puis adolescent, on a tendance à comme interpréter le monde selon nous. Tout est autour de nous. Tout est à cause de moi. Ou, tu sais, on est vraiment comme le centre de notre interprétation du monde. Puis c'est ça qui s'est passé comme tout bon enfant. J'étais comme, ah, il me parle pas parce que moi, tu sais. Pas parce qu'il y a des problèmes à son travail ou pas parce que, tu sais, tout est à cause de moi. Et on culpabilise, hein. On culpabilise. Oui. Alors qu'à la fin, bon, ok, parce qu'alors, moi, je suis en train de bégayer. Et probablement, il pense que il pense ceci ou il pense cela. Bon, c'est à cause de moi, c'est ma faute. Oui, mais je veux pas qu'il se sente comme ça. Alors tu te sens encore pire. Et puis, c'est vraiment le spirale qui continue à descendre et on n'en sort pas. Mhm. Oui, c'est. Probablement, justement, ça me posait en fait la question, puisque tu disais au début, oui, on n'en parlait pas vraiment, c'était comme s'il y avait l'éléphant dans la pièce, quoi. Il y avait un grand éléphant invisible dont tout le monde savait, mais tout le monde allez, voulait pas en parler ou voulait pas justement te faire sentir mal, peut-être. C'est Mhm. Oui. Oui, c'est ça. Je pense que ben, quand j'ai commencé à accepter plus à 22 ans, j'en ai parlé avec ma mère. Là, ma mère m'a dit, ben non, pour nous, c'était pas, on pensait pas que tu vivais tout ça, tu sais. On pensait pas que pour toi, c'était si anxiogène, que tu y pensais tout le temps. Parce que j'y pensais littéralement à chaque seconde quasiment, là. Tu sais, c'était toujours dans l'arrière pensée, là. Euh, Ouais, c'est comme il savait pas, tu sais. Puis je pense que comme tu dis, peut-être qu'il voulait pas m'en parler en se disant ben on veut pas la faire sentir mal ou tu Mhm. sais. C'est très difficile en fait de savoir ce que les autres pensent. Et alors, on commence à s'imaginer, on commence à avoir oui, toutes des pensées hypothétiques. Et puis, en fait, il y a rien. En fait, c'est bien plus pire que. Allez, ou justement, non, c'est pire dans nos pensées parfois de ce que l'autre pourrait s'imaginer ou qu'il est en train de juger ou pas. Et en fait, non, tout simplement, voilà, on n'en parle pas, mais ça ne veut pas nécessairement leur dire que c'est directement le pire. Ça pourrait Mhm.
voilà, il faut en parler. Et puis, ah, ok, oui, non, comme tu dis, hein, ah, on ne savait pas que c'était tellement une source de stress pour toi. Ben, si on le saurait ou si on le sait, ah, on peut directement peut-être s'adapter et justement te donner le plus de soutien. Mhm. C'est pour ça, je pense que dans la pratique clinique, dans l'intervention orthophonique avec les enfants qui bégaient, souvent j'ai entendu des orthophonistes dire que les enfants souvent sont pas euh, assez matures pour parler de leurs émotions ou à 5 6 ans, il n'y a pas d'impact pour eux. Mais je pense que c'est important, même quand ils sont très jeunes, c'est important, je pense, de faire de la place que s'il y a des émotions négatives qui sont ressenties par un enfant, mais qu'il y ait de la place pour en parler, puis que cet enfant-là soit conscient que s'il a envie, il peut, tu sais. Ça peut être, par exemple, en lui disant, tu sais, il y a des enfants qui bégayent, qui trouvent que c'est difficile de faire des présentations. Est-ce que toi, c'est ton cas? Ben là, peut-être avec un langage plus enfantin que ça, par du dessin, par des activités, par, tu sais. Mais je pense que les enfants, c'est important qu'ils sachent qu'ils peuvent en parler parce que en thérapie, quand j'étais jeune, c'est sûr, ça fait longtemps, là, ça fait comme 22 ans de ça. Euh, mais tu sais, c'était des exercices axés sur la fluidité, mais sans espace pour en parler. Puis je comprends vraiment qu'il y a 20 ans, on parlait pas encore de ça. Puis c'était pas parce que ces personnes-là étaient pas professionnelles, là. C'est pas ça du tout. C'était comme pas dans l'air du temps encore. Mais ouais, donc je pense que dès que l'enfant est comme a la capacité de s'introspecter un peu ou de savoir ce qu'il ressent, là, Mhm. que c'est important qu'on en parle. Et ça mène en fait directement à me poser la question. euh, j'ai plusieurs questions en fait, mais Tant mieux. ben, en fait, disons que ben, c'est une question d'être ouvert, hein. Et c'est intéressant ce que tu dis qu'apparemment, allez, pour certains enfants, ils ont plus de maturité d'être ouverts sur leurs émotions. Euh, Ce qui était intéressant, puisqu'effectivement, quand je regarde en trajectoire que moi j'ai eue d'enfant à adolescent à maintenant, bah oui, effectivement, c'est avec le temps que bah, cette porte-là, ça se ferme, d'être très ouvert de ses émotions, et certainement, bah, certainement pour un homme, là, c'est directement, bah, tu es un homme, Vrai. tu peux pas parler des émotions. C'est peut-être aussi encore des années 90. Mais en même temps, certainement, alors quand on parle du bégaiement, effectivement, faut pouvoir l'accepter, peut-être avant qu'on puisse être ouvert. Comment est-ce que ça alors pourrait changer, hein? Peut-être d'abord quand on est enfant, quand on donne cette ouverture et cet espace qui est libre et qui est vraiment safe. Qu'est-ce que ça donne comme opportunité à l'enfant ou à la personne qui bègue? Qu'est-ce que ça donne comme différence dans la vie quotidienne? Hmm. J'aime, j'adore cette question. Ça me fait penser. Il y a une orthophoniste aux États-Unis, au Texas, à l'Université du Texas, en fait, pour être précise, qui s'appelle Courtney Bird, avec un Y, B-Y-R-D. Mhm. Et elle a fait des vidéos sur le bégaiement avec des enfants de 7, 8, 9 ans, 10 ans, euh, suite à la thérapie. Puis les enfants dans la vidéo se présentent comme des enfants qui bégaient, parlent de leurs défis, parlent de leur fierté aussi euh, d'avoir un bégaiement. Euh, Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est fantastique, tu sais. Qu'est-ce que ça m'aurait donné, moi, si j'avais pu vivre cette expérience-là jeune? Euh, Puis c'est sûr que je pense que même si, tu sais, je veux pas avoir l'air de que c'est vraiment tout est rose dans ma tête, puis c'est un monde avec des licornes, tu sais, c'est pas ça.
je suis consciente que même si un enfant, on l'accompagne, on lui donne des modèles d'adultes qui bégayent puis qui sont bien dans leur communication, bien dans leur peau, même si on les accompagne à accepter, tu sais, il y aura des défis dans la vie quand même, puis ça sera jamais, il restera toujours une part de difficulté. Puis en même temps, là, je fais comme une parenthèse dans ma parenthèse, mais en même temps, je pense que faut aussi accepter que dans la vie, il y a des difficultés pour tout le monde, tu sais. Fait qu'il y a une part de souffrance dans la vie qui est normale, qui est même saine. Je referme ma parenthèse. Mais cela dit, je suis convaincue que c'est il y a beaucoup de bienfaits à parler du bégaiement avec les enfants, à les aider à accepter plus, à leur montrer que bégayer, que ça n'a pas à n'être qu'un drame. Puis je pense que un des bienfaits les plus importants, c'est justement ça, que ces enfants-là soient exposés à des conceptions différentes du bégaiement. Parce que, mettons, dans mon expérience personnelle, puis celle de beaucoup de gens qui bégaient, je pense qu'on a grandi avec l'idée, ben en fait, pas l'idée, mais le fait, comme dans notre tête, c'était un fait que bégayer, c'est juste mauvais, tu sais, que bégayer, c'est comme, il y a juste des choses négatives qui sont associées à ça, tu sais. Puis quand j'ai grandi, c'est ça, c'était vraiment un fait, comme c'est ma faute, c'est pas beau, je devrais pas faire ça. À chaque fois que ça arrive, j'ai juste hâte que ça termine. Je fais plein de choses pour éviter que ça apparaisse, que ça existe dans le fond, tu sais. Puis en travaillant avec les enfants, ben, les adultes aussi, mais avec les enfants, à accepter plus, je pense que le but, c'est pas nécessairement directement de les aider à accepter plus, mais de les exposer à plusieurs visions, conceptions de ce que le bégaiement est. C'est-à-dire que dans notre société, ça va être vu comme négatif le plus souvent. Donc, dans toutes les émissions de télé qu'on entend ou à chaque fois qu'on en parle, c'est négatif. Le but, c'est pas qu'on supprime ça ou qu'on élimine ça parce que c'est correct que ça existe comme conception aussi, mais c'est qu'on emmène d'autres images. Que quand on pense au bégaiement, on pense pas juste à nervosité, stress, pas confiance en soi, guérir, mais qu'on pense aussi à ah oui, il y a cette politicienne qui bégaye. Ah oui, le bégaiement, ça peut être joli des fois. Tu sais que ces enfants-là, dans leur tête, quand ils pensent au bégaiement, mais qu'il y a plusieurs conceptions qui viennent en tête, tu sais. Que, en fait, Puis ce n'est pas là, ça, avec ces conceptions-là différentes, puis ce choix d'image ou de vision, ben ça l'aide à accepter plus, tu sais. à Est-ce que être ça a du sens? en fait plus ouvert parce que quand comme ça on voit que ce n'est pas un poids énorme hein, le bégaiement c'est voilà une grosse brique sur les épaules. Non, le bégaiement c'est beaucoup plus que ce qu'on a comme perception pour l'instant, c'est beaucoup plus que tous les aspects négatifs, mais il y a d'autres aspects en fait. Et c'est assez intéressant comme approche effectivement. On ouvre alors aussi l'esprit à des enfants et donc des futures générations aussi de savoir, bon, le bégaiement, il y a plusieurs aspects à cela. Et donc, il faut Mhm. certainement, effectivement être ouvert pour cela et donc pouvoir plus facilement, oui, vivre avec, en quelque sorte, puisqu'il n'y a pas il y a pas le produit miracle comme parfois il y a certaines Mhm. j'oserais dire, je vais quand même le dire peut-être, certaines personnes qui disent alors, ah, j'ai le produit miracle. Bon, bah, si ça existerait, je pense que tout le monde lui donnerait le prix Nobel. On sait très bien que voilà, c'est plutôt une question de comment vivre avec au lieu d'essayer de s'en débarrasser. Euh, mais dans, C'est cool que tu dis ça. Excuse-moi, je t'interromps, je saisis la balle au bon. Je suis d'accord avec toi que, tu sais, s'il y avait un remède pour le bégaiement, que
traditionnellement, on se dirait ben, que cette personne-là recevrait le prix Nobel pour sa découverte, puis que tout le monde se jetterait sur cette pilule ou ce traitement. Tu sais. Mais je pense que sans encore avoir l'air de vivre dans un monde de licorne rose, je pense que, en fait, je travaille beaucoup dans le cadre de ma thèse. Ben, beaucoup. Je travaille dans le cadre de ma thèse à faire des recherches. Je reformule, c'est pas vrai. je, je me penche, entre autres, dans le cadre de ma thèse sur des théories, des idées et des recherches faites sur la beauté dans le bégaiement. Donc, pourquoi est-ce que notre société, notre monde est meilleur parce qu'il y a du bégaiement dedans, parce qu'il y a des gens qui bégayent, ou en quoi est-ce que le fait que je bégaye fait de moi une meilleure amie, une meilleure collègue peut-être. Fait que c'est pour ça, tu sais, oui, s'il y avait une pilule ou quelque chose comme ça, ben, on se jetterait probablement tout dessus, mais moi, je prendrais un petit moment pour y penser, puis je me dirais, ben, dans quel monde est-ce qu'on veut vivre, tu sais? Parce qu'on pourrait se dire la même chose que plein d'autres choses, que l'autisme, par exemple, les troubles du langage. Mais tu sais, on est dans une société qui médicalise beaucoup Oui. les différences chez les gens. Puis bégayer, ce n'est pas une maladie, comme on meurt pas de ça. Je peux comprendre si quelqu'un se casse un bras, ben souhaite le guérir parce que, tu sais, ça se répare. Euh, mais en même temps, bégayer, c'est ça. Tu meurs pas de te casser un bras non plus. Là. Peut-être que mon exemple est pas bon, mais vous comprenez où je veux en venir. Là, que, tu sais, ça nourrit notre rapport au monde, ça fait qu'on a une histoire puis un rapport au monde qui est différent des autres. Avoir cet espace, avoir cette possibilité alors de pouvoir en parler et de savoir qu'il y a des gens qui, bon voilà, ils donnent cette ouverture. Comment est-ce que ça change alors le dynamique pour toi dans la vie quotidienne? Ouais, mais quand je sens qu'il y a un espace pour le bégaiement où je suis, que ce soit parce qu'on m'en parle directement ou simplement parce que la personne ne va pas avoir l'air pressée, tu sais. Mhm. Par son langage non verbal, la personne va comme vraiment être dans une posture où tu sens puis tu vois que elle pense rien de ça ou même que ça lui plaît, tu sais. Dans ces moments-là, je me sens vraiment bien. Par exemple, l'autre jour, j'ai réservé un camion pour aller chercher un meuble quelque part. Puis D'accord. là, dans ma réservation sur le site Internet de la compagnie, il y avait un bug. Les frais étaient beaucoup trop hauts, tu sais. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, je ne veux pas payer ça. Puis là, j'ai j'ai tout de suite appelé la compagnie, mais même si c'était à Montréal, la compagnie était aux États-Unis. Là, c'était en anglais, puis j'étais fatiguée. Puis là, j'ai bégayé comme à plusieurs moments pendant des longs moments là, de plusieurs secondes. Puis je sentais tellement que la personne à l'autre bout du fil était comme super calme. Euh, il n'a pas complété mes phrases. Tu sais, il était. Ben, je le voyais pas, mais il semblait vraiment être dans une posture d'accueil. Euh, puis j'ai trouvé ça le fun. Tu sais, il y a quelques années avant, j'aurais été comme oh mon Dieu, c'est l'appel le plus honteux de l'histoire de ma vie, tu sais. Mais là, j'étais comme hey, j'ai apprécié son attitude, tu sais, comme si la responsabilité du bégaiement était sur l'autre personne maintenant, plutôt que sur moi. Genre, c'est plus à moi de pas bégayer, c'est à l'autre personne de m'offrir cet espace-là ou de pas compléter mes phrases, ou, de juste agir avec respect. Oui. Puis ouais, j'ai trouvé ça vraiment bien. Puis au contraire, je sens quand la personne termine mes phrases ou récemment, j'étais dans un événement, puis
je parlais à quelqu'un qui me connaissait pas du tout, du tout, du tout, là. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, ça paraissait que j'avais un bégaiement, mais sûrement pas dans la sienne. Parce qu'à chaque fois que j'avais un moment de bégaiement, pour moi, qui était clair, là, il y avait, ben, comme il partait à rire, tu sais, ou il complétait mes phrases, ou tu sais, comme s'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas compris, là. J'ai juste mis fin à cette conversation poliment parce que ça me tentait pas. J'étais pas dans le mood pour sensibiliser ou quoi que ce soit, fait que j'étais juste comme OK, bye! Mais tu sais, ou quelque chose de moins intense, là, comme ça se sent juste quand la personne complète les phrases ou alors pressée ou ouais, ça me dérange plus, tu sais. C'est intéressant que, en fait, euh, en quelque sorte, le fait quand on sent qu'il y a un espace safe où il y a une ouverture de l'autre personne qui te met à l'aise, qui donne la possibilité de, voilà, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de précipitation. Non, tout simplement, il y a une ouverture. Ça donne une possibilité aussi alors à vous d'être ouvert et de pouvoir se sentir à l'aise et d'avoir une expérience qui est beaucoup plus euh, positive, disons, dans la vie quotidienne. C'est assez intéressant. Mhm. Effectivement, ce n'est pas donc la responsabilité n'est pas seulement chez la personne qui est un bégaiement, mais tout aussi, ou même peut-être plus, tout aussi important que la personne avec qui on a la conversation et la réflexion de hey, OK, calme, on donne le floor et voilà, il y a pas de souci. Qu'est-ce que... J'aime ça. On donne le floor au bégaiement. J'aime ça, puis ça me fait penser ce que tu dis au fait que les personnes qui bégayent, ben en fait, comme la plupart des gens dans notre société, c'est peut-être le mal de notre siècle, mais les personnes qui bégaient se mettent beaucoup de pression. Hmm. Puis je pense que le parcours typique d'une personne qui bégaye, c'est comme se mettre beaucoup de pression pour pas bégayer, pour utiliser ses techniques, puis être fluide. Puis c'est correct, là, je suis pas en train de dire que personne doit faire ça. Si vous voulez faire ça, c'est parfait. Euh, mais après ça, j'ai entendu dire que quand on est dans une perspective plus d'acceptation, d'affirmation de soi, là, j'ai entendu dire qu'il y a des personnes, ben, j'ai vu et entendu des personnes qui bégaient dire qu'elles se mettent de la pression pour montrer leur bégaiement puis être bien avec, puis accepter. Puis là, elles se sentent coupables de ne pas accepter parce qu'elles voient d'autres personnes qui acceptent puis elles se disent, mais moi, je suis dans mes poches de ne pas accepter, je suis dans mes poches de ne pas remplir les défis dans la vie, tu sais. Mais ça, tu sais, ça aussi, c'était comme encore une vision de c'est la personne qui bégait qui doit être bien. C'est comme si tout est sur toi. Mais une des choses qui me libère beaucoup ces temps-ci, personnellement, c'est de me dire les jours où je sens que je bégaye, que je suis moins bien quand je bégaye ou que mes moments de bégaiement sont plus longs ou que je ferme les yeux ou que je me dis, mais ça fait partie de ça aussi, tu sais. J'ai pas à me, j'ai pas à me mettre cette pression-là de je bégaye mal ou les jours où comme je m'empêche de faire des choses parce que ça m'arrive aussi là, tu sais, de pas remplir un défi comme, mettons, pas appeler quelque part parce que je suis comme, oh, ça me tente pas de, genre, faire ça, je suis fatiguée, tu sais. C'est correct aussi, tu sais, de, de se dire, ben là, ça me tente pas, là, je bégais plus, puis c'est correct, tu sais. Mais en fait, j'aime bien ce que tu disais, puisque en quelque sorte, bah, c'est déjà en fait un conseil pratique de comment est-ce qu'on peut en fait s'approcher entre guillemets, traiter hein, le bégaiement. De comment un conseil pratique, c'est bon, bah, il faut s'accepter, il faut pouvoir s'en oui, normaliser. Voilà, un jour n'est pas l'autre. Parfois ça va, parfois ça va moins bien. Ben, il y a un bon jour, un mauvais jour. Bon, ok. Ça, c'était un premier conseil, je pense. Un autre conseil, c'était voilà, ne pas se mettre de la pression sur soi-même.
Aussi, troisièmement, de voir, voilà, faut aussi voir avec qui on a la conversation. Faut aussi se dire, bon, Mhm. peut-être à cause de l'autre personne, surtout qu'on se sent d'une certaine... Ouais, ouais. Euh, enfin, ça, ce sont les petits conseils que moi, j'en déduis, si j'ai bien suivi. Hein. Euh, Oui, ben, c'est des conseils qui ont beaucoup de sens. Puis ça me fait beaucoup penser ce que tu dis à une thérapie qui s'appelle la thérapie d'acceptation et d'engagement. ACT, c'est son acronyme parce qu'en anglais, c'est Acceptance and Commitment Therapy. Il y a une orthophoniste en France que j'adore, que si elle nous écoute, je la salue, c'est Juliette de Chassé. Qui est spécialisée dans cette approche-là. On s'en est parlé beaucoup. On l'a invité aussi à Je suis un podcast pour en parler. Euh, Cette approche-là, en fait, n'est pas nécessairement axée sur l'acceptation du bégaiement, mais sur les valeurs et les rêves et ce qui est important pour la personne. d'accord. Euh, Puis ce que tu disais de ne pas se mettre de la pression, mais ça rejoint beaucoup cette approche-là dans le sens que c'est axé sur la bienveillance envers soi-même, l'auto-compassion. Puis la personne, quand on l'accompagne à identifier ce qui est important pour elle, euh, on, on regarde qu'est-ce qu'elle fait quand elle se rapproche de ce qui est important pour elle, qu'est-ce qui se passe en elle quand elle se rapproche de ce qui est important pour elle, et au contraire, qu'est-ce qui se passe quand elle s'en éloigne. Et si je raconte tout ça, c'est que je pense que pour arriver à accepter mieux son bégaiement, il faut aussi, ben pas il faut, mais mettons, une chose qui aide, c'est se mettre en action, c'est-à-dire quand on est dans l'action, qu'on fait des choses, même si on a peur, même si on se dit, on a des pensées très dures, ah, les gens vont penser telle chose, je vais me sentir stupide, on va me dire des remarques, même si peut-être ces choses-là vont arriver ou pas, même si tout ça, quand dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, on sait ce qui est important pour nous et on s'en rapproche même si on a peur, souvent en faisant ces actions-là, on se rend compte que, ah, il ne s'est pas passé ce que je craignais. Ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Fait que je pense que c'est quand on pose des gestes que nos pensées vont commencer à changer. Tu sais, quand on sort de sa fameuse zone de confort, comme on dit, là, ça aide à accepter mieux. Fait que, tu sais, souvent peut-être, ben souvent, je sais pas, il y a peut-être des gens qui attendent d'accepter plus avant de se lancer. Tu sais, si quelqu'un rêve de faire des présentations ou d'être professeur ou je sais quoi, ben on n'a pas besoin de sentir qu'on accepte plus ou de se sentir 100% prêt, tu sais, parce qu'on ne sera jamais 100% prêt, mais en sachant ce qui est important pour nous, puis en s'y lançant, puis dans les moments où c'est difficile, en se raccrochant à ce qui est important pour nous, c'est là que le changement commence à s'opérer, je pense. Je ne sais pas si je digresse. C'est, mais alors là, j'ai une opportunité en or et je vais utiliser. Hein. Est-ce que toi, tu étais à 100% prêt quand tu avais participé à la publicité de Activia? Là, j'ai Ah, entendu que tu avais reçu un rôle. Et puis, bon, c'était quoi ton expérience? Alors, est-ce que tu étais prête? Est-ce que tu t'es dit, OK, là, j'accepte et je fais le commitment pour cette pub? Comment ça s'est passé? mais comment ça s'est passé? Je travaillais ben je travaille encore, pour l'association Bégaiement Communication, puis il y a un courriel qui est rentré. Puis là, c'était une compagnie de publicité, un sous-traitant, ben ouais, une compagnie qui fait des publicités pour des grosses
compagnie. Euh, puis là, c'était pour Activia. Puis ils mentionnaient, ben, ils donnaient des indications dans leur courriel sur le contexte, que c'était une publicité sur des femmes qui ont du courage, qui ont du guts, qui en ont dans le ventre parce que c'est du yogourt. Ben, c'est des probiotiques du yogourt, fait que t'as du guts, t'en as dans le ventre, bref. Puis, ils cherchaient une femme qui bégait pour la narration de la publicité qui apparaîtrait, ben, et cette narratrice qui bégait serait dans la publicité aussi. Puis là, ils nous demandaient si on pouvait transmettre, ben, si on avait des contacts des femmes qui bégaient qui seraient peut-être prêtes. Fait que là, je transmets, ben, ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas que ça soit sur les réseaux sociaux encore, mais si on avait des idées, bref, fait que je le transmets à des personnes. Puis je postule aussi moi-même parce que je me dis, ah, mais ça me tente. Pourquoi pas? Fait que là, je soumets ma candidature aussi, puis finalement, on m'a retenue. euh, fait que je me sentais prête. Comme au début, ça me faisait pas peur, ou je me souviens pas que ça me faisait peur. Il y a des fois que mes souvenirs sont comme plus beaux que la réalité. Mais je me souviens pas d'avoir été anxieuse ou à cause de ça. Tu sais. J'étais plus loin dans mon cheminement. Ça me stressait pas tant, mais ça a été beaucoup plus difficile que ce que je pensais finalement. Tout c'est... Ouais. Euh, Quand on a enregistré la, la narration de la publicité dans un studio professionnel et tout, faut savoir que toutes les publicités, là, ben, peut-être pas toutes, mais qu'en général, une publicité d'une minute ou de 30 secondes prend des heures à faire. Là. C'est des enregistrements après enregistrements, plein de prises. Le produit final, c'est un composé de tous les enregistrements parce qu'ils veulent vraiment que, tu sais, vu que c'est court, puis il faut qu'il y ait un punch, puis que faut que exactement, mettons, tel son soit prononcé de telle façon que il y ait un accent sur ce mot-là qui ait un ton un peu plus fâché ou un peu plus joyeux. Fait que, tu sais, puis en studio, ça a pris 2 jours parce que c'était en anglais et en français. Donc, un jour en anglais, un jour en français. Puis Toujours. c'était enregistrement après. Répète ça sur un ton fâché, répète ça sur un ton confiant. Puis tu sais, moi, j'ai pas de formation là-dedans, là, parce que les gens qui font ça, c'est des comédiens souvent. Tu sais, moi, je sais pas, là. Puis là, fallait que j'enregistre certains bouts sans bégaiement pour voir ce que ça donne. Mais j'étais tellement épuisée, là. Imagine. Puis tu sais, les bouts sans bégaiement, mettons, c'est une publicité. Fait qu'il faut comme sortir ça avec conviction, puis sur le ton qu'ils veulent, non, non, non. Fait que, tu sais, j'étais souvent pas capable de faire les bouts sans bégaiement parce que ben, souvent, les personnes qui bégayent vont avoir tendance à bégayer plus qu'il y a de pression sur le système de la parole, tu sais. Mais là, c'était comme méga pression, genre en temps rapide, le ton, le hausse la voix, baisse la voix. Tu sais, c'était ah! Ben, je suis un podcast directement. Ben, je m'imagine tu dois aussi avoir là pas mal d'expérience avec tout ce qui est enregistrement et son, etc. Et ben, moi, j'étais directement aussi intéressé à savoir un peu plus là-dessus. Hein. Donc, vous êtes en fait, allez, je ne peux pas dire vous, euh, tu, tu es en fait très actif dans la communauté du bégaiement. Et bien, la question est alors, ben, comment est-ce que tu es venu à cette idée de faire un podcast? Euh, Mm. Quel est le but même du podcast? Donc, ici, c'est on rentre, moment, publicité, podcast, je suis un podcast. Yes, publicité. Et Euh, voilà. oui, excuse-moi. Non, Qu'est-ce non, qu'elle mais c'est quel est le but? Comment c'est arrivé? Comment tu as lancé ce podcast?
ou est-ce que c'est co-lancé ou co-animé? Enfin, là c'est vraiment le 5 minutes of fame Five podcast. Minutes of Fame, je suis un podcast. Tout a commencé en janvier 2020 quand une orthophoniste au Québec qui s'appelle Judith La Bonté, qui travaille depuis presque 15 ans avec les personnes qui bégayent, a approché l'association Bégaiement en communication où je travaille pour dire je suis une orthophoniste spécialisée en bégaiement, j'ai des idées, des projets en tête à la tonne. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour en parler? Et là, moi, qui travaillais à l'ABC comme employée principale, j'étais comme ah oui, c'est intéressant. On s'est rencontrés, Judith et moi, dans un café, puis là, ça a été comme le coup de foudre pro- pro- professionnel et amical. On a parlé pendant 2 heures. Là. Puis là, et là, elle lance mon Dieu, il faudrait faire un podcast. Ça fait plusieurs mois que j'y pense, ça serait tellement cool. En plus, c'est des personnes qui bégaient. Un podcast, c'est le médium parfait. Puis là, je me suis dit, ah mon Dieu, oui! Mais non! Puis on était tous excités. Puis là, on en a parlé au. Je sais jamais comment les appeler pour que ça sonne pas si spécialiste que ça, mais bref, au conseil d'administration de l'association Bégaiement Communication pour voir si, il y avait envie de financer ce projet-là, parce que, tu sais, prendre un podcast, ça prend vraiment du temps, puis Judith travaille, moi aussi je travaille, tu sais, fait qu'on se disait, si on pouvait ben, si eux pouvaient être intéressés par le projet puis vouloir le financer, ça serait vraiment super parce qu'on aurait comme beaucoup plus de moyens pour la qualité, pour les invités, pour bref. Puis ça les intéressait beaucoup. Donc ça a commencé ainsi grâce à Judith en fait. Puis là, la pandémie est arrivée, mais ça nous a pas arrêté. Puis même maintenant, quand on enregistre, c'est en ligne tout le temps, ben comme nous maintenant. Fait que, mais les premiers épisodes qu'on a faits, c'était en personne. C'était dans dans un studio. Ben, dans un studio. En fait, pour être honnête, c'était un studio bricolé, là. C'était dans la clinique de, de Judith. On avait installé des micros, puis de l'équipement, puis un technicien même était là. Ça, c'était pour les 11 premiers et épisodes. Après ça, on a switché au mode en ligne parce que c'était beaucoup plus simple puis la qualité reste la même. Mais c'est Euh, oui. strapping. C'était vraiment, on va lancer, on va faire quelque chose, on va faire un podcast et on va utiliser ce qu'on a. euh, Vraiment avec, OK, on a du support, on a du financement, on a une place, on va s'installer là et on lance. Et puis, bon, OK, on voit qu'il n'y a pas trop de différence. On compte. C'est vraiment du lean and mean comme approche. C'est chapeau. C'est chouette de voir qu'il y a un. Et aussi que l'association vous a soutenu pour. Oui, vraiment, parce que c'est vraiment grâce à eux et à elles qu'on peut aller aussi loin. Là. Euh, Puis, ce que Judith puis moi, on s'est dit qui est intéressant dans notre équipe, c'est que elle est orthophoniste. À l'époque, moi, j'étais ben, une personne qui bégayait encore, mais je n'étais pas étudiante à la maîtrise en orthophonie encore. Je l'ai été un petit peu plus tard. Mais on trouvait ça bien qu'il y ait les deux expériences ensemble pour que ça parle autant aux orthophonistes qu'aux personnes qui bégaient, parce qu'on a conscience que le bégaiement, c'est un petit monde quand même. Donc, pour rejoindre le plus de gens possible, puis faire un pont aussi entre les orthophonistes puis les personnes qui bégaient, tu sais.
Puis nos buts, c'est ça, c'est offrir une information autant pour les orthophonistes qui peuvent entendre des personnes qui bégayent, ce qu'ils ont vécu, comment ils vivent le bégaiement, autant pour les personnes qui bégayent, qui peuvent entendre d'autres personnes comme elles, qui peuvent avoir une information sur les thérapies possibles, si ça les intéresse. Fait que, ouais, que ces deux mondes-là travaillent ensemble. Puis notre but premier, en fait, c'était offrir un, 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 un espace pour la voix bégayée, pour qu'on l'entende, pour que les gens puissent faire jouer ça dans leur maison puis entendre du bégaiement. Puis pour que les gens qui bégayent aient une tribune aussi pour se faire entendre. Parce que souvent, quand on bégaye, on va se dire, ben, je peux pas aller parler dans un micro, mais nous, on se disait, ben, le plus que vous bégayez, le mieux, c'est, venez. Ouais, voilà, je pense que... Ouais, c'est ça. C'était nos buts et nos objectifs C'est- qu'on poursuit encore, d'ailleurs. et chapeau en tout cas, hein. C'est vraiment donner la voix à ceux qui sont qu'on a rendu silencieux en quelque sorte. Donc, you know, c'est typiquement. En fait, j'étais en train de chercher pour faire la traduction en français, mais c'est The Voice of the Voiceless en quelque sorte. Mhm. On donne le empowerment, on donne la possibilité, le pouvoir aux gens qui disent oui, j'ai personne qui veut m'écouter ou j'ai nulle part où je pourrais m'exprimer. Ben non, voilà, il y a un podcast. Et ça, à mon avis, ça doit désarmer pas mal de soucis ou de complexes même pour certaines personnes. Mhm. Donc, Ben, c'est ce que je souhaite vraiment que. En fait, je pense, ben, pour reformuler ou le voir sous un autre angle, tu as parlé d'empowerment, puis je trouve ça vraiment beau parce que c'est un des buts de Je sous un podcast aussi. Euh, Il y a une expression qui dit que connaître, c'est aimer. Je pense plus on en connaît sur le bégaiement, plus on a de l'information sur ça. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la génétique du bégaiement, par exemple? Qu'est-ce qui fait que dans notre cerveau qu'on bégaye? Est-ce qu'il y a des gens qui bégayent, qui ont des emplois où on communique beaucoup? Tu sais, comme tout ce qu'il y a à savoir sur le bégaiement, ben, qu'on puisse offrir un espace pour parler de ça puis avoir accès à ça, je pense que ça empower les gens parce que, comme on disait au tout début, souvent la seule conception image qu'on a, c'est comme c'est négatif, tu sais. oui. Fait un des buts du podcast, c'est d'apporter d'autres visions possibles, tu sais. Pas pour dire que quand on pense que c'est négatif, c'est mal, comme c'est correct que ça existe aussi, mais il y a d'autres visions possibles dont on ne parle pas, en fait. Donc, le podcast, c'est un espace pour les faire vivre, tu sais. Et ça ramène à ce que tu disais au début, que en montrant opportunités, plusieurs visions et plusieurs expériences, au plus qu'on donne une ouverture et une possibilité donc d'accepter. Et donc, s'il y a non seulement une possibilité d'être accepté, mais qu'il y a aussi un espace qui est ouvert, ce sont deux facteurs qui contribuent à pouvoir être plus ouvert soi-même et donc de pouvoir euh, bah, vivre avec et de pouvoir se sentir en fait mieux à la fin. En fin de compte, c'est ce que tout le monde veut, c'est d'avoir une vie qui est fulfilling et où on se sent bien dans sa peau et on peut Puis continuer. aussi, d'un autre côté, oui, c'est pour les personnes qui bégayent, mais c'est aussi pour la société Oui. at large. C'est-à-dire, ça me fait penser, ben, si on aide les personnes qui bégayent à s'affirmer, puis dire ce qu'elles pensent, puis parler comme elles le veulent, ou Ouais. comme elles le peuvent, ou les deux. Bref, ben,
aussi, ça les emmène à ne pas priver le monde de qui elles sont. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit ça quand j'étais plus jeune, j'étais en thérapie, puis il y a une intervenante qui m'a dit ça comme parce que j'y disais ah, je veux pas avoir un emploi où j'ai à parler beaucoup. Je ne veux pas déranger les gens avec mon bégaiement. Puis là, elle avait dit ça m'est toujours resté dans la tête, c'était comme un moment vraiment simple, mais, mais grandiose aussi. Elle m'a répondu ne prive pas le monde de qui tu es. Tu sais. Puis là, dans ma tête, ça a fait oh mon Dieu, c'est vrai. Je suis J'aime en bien. train de priver les gens de qui je suis, tu sais, parce que j'aime ça parler, j'aime ça quand l'attention est sur moi, comme je pense. Je sais que c'est mal vu un peu de dire ça, mais j'aime ça. Puis quand j'étais petite, c'était vraiment dans ma personnalité, comme. Mais quand. Ouais, je pense que ça fait partie de ma personnalité, mais avec le bégaiement, j'ai comme fait le compromis de ben c'est mieux, je parle pas parce que c'est plus important que le bégaiement ne paraisse pas et n'existe pas que le plaisir que j'ai à parler, tu sais. Puis la thérapie puis le cheminement m'a fait retrouver qui j'étais, tu sais, d'aimer parler. Fait que c'est pour ça que ce que cette personne-là m'a dit, ça l'a résonné beaucoup parce que j'étais genre, mais c'est vrai, j'aime ça parler aux gens, pourquoi je les priverais de ça? Je sais que ça sonne super, oh mon Dieu, Ouais, je suis mais même. j'aime bien l'idée, parce que c'est dans les deux cas, alors hein, c'est dans les deux sens. Ne te prive pas du monde et ne prive pas le monde de toi. C'est ça! Parce qu'on a souvent tendance à dire, encore une fois, parce qu'on met souvent la responsabilité sur la personne qui bégaye. Toi, ne te prive pas, mais ne prive pas les autres non plus, tu sais. Oh, j'adore Comme ça. quand un enfant bégaye, est-ce qu'on aime mieux qu'il raconte pas sa journée pour pas qu'il y ait du bégaiement? Ben non, comme on veut que l'enfant raconte puis qui sourisse. Là, c'est au subjonctif. Qui sourisse. qui sourit. Qu'il soit bien, comme c'est bien mieux de parler avec du bégaiement que de pas parler du tout. Puis le bégaiement, c'est beau aussi, tu sais, c'est pas juste ah ben même s'il y a du bégaiement, parle quand même. C'est genre non, on parle et il y a du bégaiement et c'est beau. C'est un petit extra. C'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut alors faire pour qu'on réduise alors cette pression de ah, faut bien être, faut bien parler, il faut être fluent. Mais comment est-ce qu'on peut faire alors que cette pression, bon, hein, dans le monde des unicornes, que ça disparaît, euh, mais peut-être dans un première étape pour que la pression, elle descende. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Hmm. Euh, Est-ce que tu veux dire la pression ben, la pression de la part du public et la pression que la personne qui bégaye se met elle-même? Oh, Parce moi, que je les visualise. deux vont un peu ensemble, tu sais, parce que les personnes qui bégayent vont évoluer dans un monde où il y a de la pression pour, ben, comme tu dis, parler rapidement, être efficace dans sa parole, et vont internaliser ça. Puis se dire, ben, c'est ça, ben, en fait, c'est inconscient, mais on va se dire que la seule façon de parler bien, c'est lorsqu'on parle rapidement, lorsqu'on bégaye pas. Puis, bref, ben, il y a plusieurs moyens parce que ta question porte en fait un peu sur mes recherches au doctorat. Puis, ta question me fait penser un peu à la stigmatisation. C'est-à-dire que les préjugés sur le bégaiement vont être sur plusieurs plans. Puis là, toi, tu parles précisément de la pression qu'on met sur ce qu'on considère comme une parole qui est belle, qui est efficace et qui est adéquate. Tu sais. Mm. Là où ça rejoint le thème de la stigmatisation, c'est que
Au contraire, on va avoir tendance à penser qu'une parole qui est pas belle, puis qui est inadéquate, ben, ça va être une parole, mettons, entre autres, avec du bégaiement, ou quelqu'un qui cherche ses mots, ou quelqu'un, tu sais, bref. Puis, ces enjeux-là se passent à plusieurs niveaux. Puis je pense qu'il faut agir sur tous ces plans-là. C'est-à-dire que c'est des idées préconçues qu'on a sur la communication, sur la parole, qu'on perpétue dans notre culture depuis des siècles, puis qu'on perpétue dans nos familles, avec nos amis, à la télévision, dans, dans nos milieux de, de, de travail, tu sais. Fait que je pense qu'on peut, vu que c'est complexe puis c'est très large, je pense qu'on peut agir sur plusieurs plans. Puis une des façons peut-être les plus efficaces, on en parle beaucoup dans la communauté depuis quelques années, c'est la représentation du bégaiement dans les médias, puis dans la culture populaire. Donc, si il y a des publicités, pour revenir à ce qu'on disait plus tôt, où on entend du bégaiement, où c'est représenté comme quelque chose qui existe, qui est neutre ou qui est positif. Si on voit, par exemple, dans une série que un des rôles principaux, c'est, je sais pas moi, un homme qui bégaye, qui est directeur d'une entreprise, c'est qu'il y a des traits dans son histoire puis dans sa personnalité qu'on relie à des choses Positif. Ouais. positives et qui bégaye, ça va changer, ben, ça va aider à contribuer, ça va contribuer à changer la perception qu'on a, tu sais. Souvent, dans les représentations du bégaiement, c'est utilisé à des fins comiques ou caricaturales, où le vilain bégaie, où la personne n'a pas confiance en elle, ou tu sais, c'est... Quand on représente ça, souvent, ça ne sert pas les personnes qui ont un bégaiement. Mais on peut agir à ce niveau-là qui est assez haut. Puis dans nos communautés, ben, on pourrait se dire que ben là, c'est comme plus difficile, mais les personnes qui bégayent, lorsqu'on s'affirme, euh, ça aide à changer la perception que les gens ont. T'sais. C'est-à-dire une personne qui a l'air d'avoir confiance en elle, qui marche la tête haute, qui ne s'empêche pas de parler et qui bégaye, ben les gens vont comme... Peut-être que les idées qu'ils ont en tête sur le bégaiement, ça ne correspond pas à ça, mais parce qu'elles connaissent cette personne-là qui bégaye puis qui a confiance en elle, ben ils vont comme se dire « Ah! Je connais quelqu'un qui bégaye, mais pourtant, elle ne correspond pas à ça, tu sais. » Ouais. Fait quand on s'affirme nous-mêmes, ça aide aussi beaucoup, tu sais. Je pense que chaque personne qui bégaye est une ambassadeur, est un ambassadeur ou une ambassadrice, si on veut. Mais encore là, ne pas se mettre de la pression parce que c'est pas juste à nous de faire ça, tu sais. Des gens comme toi qui connaissent des gens qui bégayent peuvent en parler. Quand on entend des choses sur le bégaiement, ben pas que c'est si fréquent que ça, mais tu sais, si on voit quelqu'un qui dit un commentaire, mais on peut faire de la sensibilisation, tu sais. Euh, faire des films, faire des podcasts, faire des entrevues comme, comme vous faites, tu sais. C'est tous des gestes qui vont faire. En fait, plus notre communauté va parler, prendre la parole, faire des choses, plus on va en parler, tu sais. Ah, Plus le médicament va être représenté comme on veut. Si une autre chose qu'on peut faire, c'est que quand le bégaiement est représenté d'une façon qui nous fait du tort, on peut speak up, tu sais, on peut écrire une lettre dans les médias, écrire. Il y a des exemples de gens, par exemple,
Dans les sous-titres, dans des sous-titres, dans des émissions, dans des films, là, souvent, il y a quand les personnages qui bégayent pas, là, mais ils hésitent ou ils ont un stress. Puis là, dans les sous-titres, ben, c'est marqué qu'ils bégayent, tu sais. Ou en anglais, peut-être plus, là, c'est commun de dire stutters pour quand le personnage est hésitant ou comme il est en état de choc, ou tu sais. Puis là, je me souviens plus de son nom, mais il y a une personne qui bégayait qui avait écrit aux gens, aux producteurs d'une série pour leur dire de ne plus faire ça. Puis ils ont changé. Ils ont changé le mot pour hésitation ou comme un terme plus neutre, là. Fait que, tu sais, quand Ouais, on écrit, quand on speak up, ben, il y a des actions qui découlent de ça, tu sais. j'entends en fait là, en quelque sorte une sorte de aussi un call to action, hein, voilà, il y a plusieurs approches pour plusieurs personnes, et les personnes, Mhm. mais aussi les personnes qui ne le font pas, de pouvoir y contribuer et faire quelque chose, non seulement à sensibiliser, mais aussi de vraiment faire des actions quoi, pour intervenir. Euh, Je vous remercie en particulier à Rayani, mais à toi aussi. Merci beaucoup. c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Je pense que j'ai juste une dernière question, puisque bon, on est déjà aussi pas mal occupé. Mais j'adore la conversation qu'on a. Moi Euh, aussi. eh ben, mais en fait, genre, étudiant en doctorat, Oui. co-animatrice d'un podcast. Et coproductrice. Bon, on ne va pas minimaliser, hein. Euh, Tu as aussi fait du travail de traducteur. Oui, j'ai travaillé comme traductrice pendant 2 ans. Mais pas comme interprète, là. Parce qu'on a tendance des fois à mélanger les deux. Moi, je ne travaillais pas comme interprète, je faisais de la traduction par écrit, là. D'accord, donc ça fait un, deux, trois rôles, et puis encore aussi bah, avec Publicité Activia, quand même. Hein, aussi encore là, jouer à la télévision. En quelque sorte, tous des rôles qui exigent quand même pas mal de courage, en quelque sorte, et qui demandent aussi beaucoup, qui exigent beaucoup de toi. Et cependant aussi, à travers toute la conversation qu'on a eue jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'en fait, le bégaiement, ça n'a jamais fait en sorte d'empêcher que vous poursuiviez toutes ces activités et aussi donc de pouvoir poursuivre vos rêves et les choses qui vous rendent heureuse et qui vous donnent de la satisfaction dans votre vie. Alors, pour toutes les personnes qui suivent en fait la vidéo, qui suivent la conversation, quel conseil, top 3, top 5, top 10, mais quel conseil est-ce que vous donneriez aux personnes qui ont le bégaiement, euh, peut-être au niveau professionnel, mais peut-être au niveau personnel, quelle sorte de conseil est-ce que vous donneriez s'ils veulent poursuivre leur rêve? Hmm. Encore une fois, une excellente question. Euh, je pense que un conseil important, c'est de travailler à croire au fond de nous qu'on qu'on est digne, en fait. Qu'on est digne, que notre parole est, est, valide, que le fait qu'il y ait du bégaiement ne nous invalide pas ou ne nous diminue pas. Puis le croire, parce que je pense que c'est ça le moteur, le moteur de nos actions. Tu sais, parce qu'on bégaye, des fois, on va se dire, ah, je peux pas faire cet appel-là. Je peux pas, tu sais, des petites choses puis des choses plus grosses. Comme
avoir des enfants ou non, ou le métier qu'on va faire, ou même prendre la parole dans un instant, dans une conversation. Quand on sent que le bégaiement, la petite voix du bégaiement, en fait, c'est pas la voix du bégaiement, c'est la voix de beaucoup d'années et de temps à évoluer dans une société où il y a des messages comme quoi le bégaiement n'a pas sa place. Cette voix-là qui nous dit ah, tu peux pas faire ça. Tu sais, dès qu'on l'entend, là, de revenir à non, je suis digne, tu sais, je peux. Euh, Ouais, ça me fait penser, il y a un livre sur Gandhi, je me souviens plus du titre, mais Oui. ça raconte que Gandhi, qui a œuvré à la libération de son peuple en Inde, aurait jamais pu faire ce qu'il a fait si, deep down, là, il croyait pas que son peuple était digne de ça. T'sais. Un peu comme pour les féministes, par exemple, de croire vraiment, OK, ben, je suis une femme et je suis digne d'avoir cet emploi de rêve et je suis digne de prendre la parole. Non, ça ne diminue pas mes propos d'être une femme. Oui, j'ai le droit de me fâcher, même s'il y a des préjugés comme quoi une femme qui est fâchée, c'est oh, elle est fâchée, mon Dieu, tu sais. Mais Mhm. d'être convaincu de ça, comme avec le bégaiement aussi, tu sais. Oui, j'ai le droit de prendre la parole avec du bégaiement long ou court ou en fermant mes yeux ou pas, ou tu sais, que tout ça, qu'il n'y a rien de mal à ça, en fait. Tu sais, il n'y a absolument rien de mal. Ça peut exister. Puis si, là, je ne dis pas qu'il n'y a pas de souffrance, tu sais, mais cette souffrance-là ne vient pas du bégaiement lui-même, tu sais. Ou du moins pas, ben, il y a une certaine souffrance qui est peut-être attribuable à... Des fois, c'est comme c'est difficile dans notre corps et sur notre corps, tu sais. Mhm. Mais autrement, il y a- ça a sa place puis ça existe comme n'importe quel autre trait de l'humanité. J'adore j'adore ce lien avec Gandhi, de vraiment dire, bah, vraiment au fond, ce qui est le plus important, c'est de savoir, on est digne. On, Mm. on, Et c'est vraiment le moteur, effectivement, c'est le moteur de tout. Hein. Si on pense déjà au début, et c'est ce que oui, 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 je comprends complètement. Si on dit déjà, on se dit déjà à l'avance, avant même avoir essayé n'importe quoi de oui, mais en fait, non, je ne le mérite pas, ben, mais naturellement, là, alors ça va pas aller du tout, du tout. Donc, oui, oui, ça m'est vraiment resté, celui-là. Ça m'est vraiment resté. Je trouve que c'est intéressant comme point de Et en même temps, comme on disait plus tôt, de ne pas se mettre de la pression. ne pas Parce se mettre que la pression. de déconstruire ces idées, ben, ces idées négatives sur le bégaiement, ça peut prendre du temps, puis euh, on gagne à être accompagné. Puis les personnes qui bégayent pas et les orthophonistes et la société au complet ont un grand rôle à jouer dans la construction d'un monde qui nous fait comprendre qu'on est digne. Ouais. Et les personnes qui bégayent en travaillant sur ça aussi sans se mettre de la pression peuvent, peuvent contribuer à ça aussi, bien sûr, bien entendu. Eh bien, écoute, Geneviève, on est plus ou moins en train de venir à la fin de cette conversation dont j'ai vraiment aimé. C'était vraiment chouette. Pareillement. J'avais l'impression que voilà, on se parlait comme si on était déjà des amis depuis très longtemps, ce qui est très chouette. Oui, Euh, moi aussi, vraiment. Peut-être pour en terminer, j'oserais dire deux petites questions. Premièrement, quels sont pour toi, en fait, là, on a parlé, en fait, depuis un petit temps, et quels sont pour toi les deux, trois
questions ou topics, sous-aspects de ce qu'on vient de parler qui étaient pour toi vraiment les plus pertinents dans cette discussion? Et deuxièmement, et puis je céderai la parole, qui est-ce que tu voudrais ou qui est-ce que tu recommanderais qu'on invite pour avoir aussi un interview, soit en anglais ou en français. On peut peut-être aussi faire en portugais ou même néerlandais s'il faut. Mais Néerlandais. Ah! Ben, je répondrai pas par un thème précisément, mais comme je pense une trame de fond, c'est que le bégaiement en soi est clairement pas quelque chose de mal, voire peut être vu comme quelque chose de beau. Euh, Une chose que je trouve importante, que moi, ça m'a vraiment pris du temps à travailler là-dessus, mais j'ai trouvé qu'à plusieurs moments dans l'entrevue, j'avais une voix dans ma tête qui me disait: Ah, tu bégais pas bien. Comme Ah, là, c'est long, là, tu fermes tes yeux. Tu sais, il y a encore cette voix-là dans ma tête. Peut-être qu'elle restera toujours là. Puis elle n'est pas méchante, tu sais, elle est juste un peu gossante. Puis une chose que je trouve importante, c'est ben, je travaille à accepter ça. Tu sais, que dans des entrevues comme maintenant, que ça apparaisse, ça existe. Puis au début, quand je jouais sur un podcast a commencé, j'étais comme, je me félicitais quand ben, pas à voix haute, là, comme presque inconsciemment, quand je bégayais pas beaucoup dans les épisodes. Mm. Puis là, je me rends compte pendant cette entrevue, j'étais là, hey, c'est correct. Tu sais, même tant mieux, les gens, comme je pense, ça fait du bien aux gens de voir quelqu'un qui peut bégayer. Ben, c'est ça. Puis qu'il n'y a pas de bien bégayer ou mal bégayer, tu sais. Je travaille, fait que je pense que c'est, c'est pas un thème, mais un des aspects que je trouve important, c'est que je me suis laissée vivre ces moments-là, tu sais. Mm. Je pense qu'une personne intéressante, il y a une personne qui bredouille parce qu'il y a le bredouillement, je ne sais pas si tu connais, Du tout. est quelque chose proche du bégaiement. Ce n'est pas du bégaiement, mais ça fait partie de la famille ben, des troubles de la parole. Là. J'aime pas le mot trouble, il faudrait vraiment. Mais à défaut d'un autre mot pour le moment, le bredouillement fait partie de la famille des troubles de la parole et c'est très près du bégaiement. Puis il y a une personne qui bredouille qui s'appelle, là, son nom est en néerlandais, Roger Wilhelm, qui a écrit le livre Too, Too Fast for Words, How I discovered that I clutter and not stutter changed my life. C'est très près de ça, là. Peut-être que j'inverse des mots. Ah. Puis il est vraiment intéressant. Il donne des conférences sur le bredouillement souvent. Fait que si vous avez envie de faire un épisode en anglais ou en néerlandais sur le bredouillement, puis les différences avec le bégaiement, puis ses expériences à lui, parce qu'il pensait qu'il bégayait, mais il bredouille en fait. Ok. C'est vraiment une personne intéressante. Ah bah c'est chouette. Allez, je pense directement, je poserai la question à Yanni pour voilà, c'est de passer si tu as par hasard des contacts avec ou tu sais comment doing the reaching out, happy to receive. Et sinon, bah, on posera la question. De toute façon, on peut toujours essayer de plus. Bon, s'il y a un livre comme ça et il fait des conférences, ce serait certainement intéressant d'avoir le reaching out. Je voulais terminer aussi de ma part, aussi envers toi, Geneviève, et en fait envers toutes les personnes ouais, qui s'y mettent à fond et qui font le commitment pour faire quelque chose pour la communauté. Je vous salue tous. Je vous salue. Mm. Chapeau, c'est inspirant comment vous, engage yourself. Là, je suis en train de toujours mixer avec l'anglais, mais qui en fait, Ah, voilà. c'est parfait. J'aime ça. Euh, Mais vraiment, ben, chapeau ah, à vous, pardon. chapeau à vous tous pour vous mettre en fait au service des autres. C'est admirable. Ben, chapeau à toi aussi qui fait partie de nos alliés et qui est un allié hors pair pour Rayani. Puis
son projet. Bref, tu sais, il faut des personnes qui bégayent, qui s'engagent, mais il faut aussi des personnes qui les soutiennent, puis qui, comme toi, non. Merci vraiment.